Bonsoir à tous, bienvenue dans LFNA TV comme tous les lundis soirs à 19h. Votre rendez-vous hebdomadaire pour tout savoir de l'actualité du football néo-aquitain. Gros programme ce soir comme souvent avec le 8e tour de la Coupe de France. Les gros n'ont pas laissé de miettes aux petits. On va y revenir avec nos interviews, nos résumés et les résultats bien évidemment. On parlera de foot féminin avec la D1 Arkema. On parlera futsal. On parlera également National 2 et National 3 avec des matchs en retard qui se sont joués ce week-end. Et puis notre coup de cœur de la semaine, il est du côté du Lot-et-Garonne. On fera un coup de projecteur sur le club de l'AS Marcellus Cocumont. LFNA TV numéro 65, c'est parti. Et on débute avec le foot féminin et la D1 Arkema. Il y avait ce week-end la 8e journée avec de grosses affiches pour les clubs de Nouvelle-Aquitaine. Vous le voyez en image, la joie des joueuses de l'ASJ Soyaux Angoulême qui ont décroché un bon nul, 2 buts partout sur la pelouse de Montpellier grâce à des réalisations de Laura Bourgoin sur penalty, mais également de Jessie Daniel Roux. De son côté, le club de Bordeaux s'est lourdement incliné à domicile. Pas de surprise face au Paris Saint-Germain. Victoire 3-0 des Parisiennes de Diani, la capitaine, vous le voyez à l'image, qui a marqué un but somptueux. Les Girondines donc qui s'inclinent 3-0 avec cette défaite. Bordeaux s'éloigne du podium. Bordeaux qui se classe désormais 8e de D1 Arkema. Soyaux est 10e, vous le voyez, juste devant la zone de relégation. Soyaux donc 10e avec ce point du match nul. La prochaine journée de D1 Arkema verra le derby néo-aquitain se dérouler du côté de Soyaux. Soyaux-Bordeaux, ce sera samedi 26 novembre. On passe à la Coupe de France. Pas de miracle ce week-end. La hiérarchie a été respectée sur l'ensemble des pelouses du 8e tour de la Coupe de France. Voici en tableau les résultats de ce 8e tour. Vous le voyez avec notamment la qualification dans la douleur de Niort au tir au but sur la pelouse de Bergerac-Périgord. Qualification également dans la douleur des Girondins de Bordeaux avec un match complètement fou contre Trélissac. 2-0 pour Trélissac avant une remontada et la victoire finale 3-2 de Bordeaux. Victoire du Pau FC sur le terrain de Colomiers 1-0. Victoire 4-1 d'Aubagne contre le Petit Poucé, l'entente Boé-Bonencontre. Et puis victoire d'Avoine Chinon-Ciné sur le terrain de Châtellerault 1-0. Trélissac, je vous le disais, est donc passé tout proche de l'exploit. C'était face aux Girondins de Bordeaux, le club de Dordogne qui menait 2-0 avant le réveil en seconde période des Girondins. Le résumé de cette rencontre vous est offert par Florian Sabatier. Début de ce 8e tour de Coupe de France entre Trélissac et les Girondins Bordeaux. Il faut attendre la 27e minute de jeu avec une belle transversale de la gauche vers la droite de la part de Trélissac. Le centre est instantané et c'est l'ouverture du score par Joris Gouache qui peut exulter. Les Marinés Blancs ont du mal à rentrer dans le match et sur une phase de jeu arrêtée, le manque de communication est criant dans la défense bordelaise et Adama Diakité inscrit le but du break. Fin de cette première période sur le score de 2-0 en faveur de Trélissac. Au retour des vestiaires, les Girondins vont partir pied au plancher pour inverser la tendance. À l'heure de jeu sur un corner de la droite vers la gauche, Clément Michelin adresse un bon centre pour Johan Barbet qui catapulte le ballon au fond des filets pour la réduction du score. Et dans un mimétisme assez prononcé, Bordeaux va remettre les pendules à l'heure par Aliou Badji qui met le cuir au fond des filets. Quelques minutes plus tard, Trélissac va tenter le tout pour remener au tableau d'affichage, mais le manque de réussite se fait sentir. On croit se diriger vers une séance de tir au but, mais on assiste au but du 3-2 par Johan Barbet sur un nouveau très bon centre de Michelin. Fin de la rencontre et Bordeaux se qualifie dans la douleur pour les 32e de finale de la Coupe de France. Bordeaux qui s'est fait peur mais qui a décroché sa qualification dans la douleur. Victoire à l'arraché, fêtée comme il se doit dans les vestiaires. La joie des Girondins mais également la réaction de Tom Lacou. C'est au micro de Girondins TV et c'est maintenant dans LFNA.
en première mi-temps, on courait partout, on ne faisait pas de jeu, on n'était pas sur les premiers ni les deuxièmes ballons. Là, voilà, en deuxième mi-temps, ça a gueulé, on s'est tous rentrés dedans un peu, ceux qui étaient en tribune, Vital, tout ça. Ils sont venus gueuler, voilà, ça nous a mis dedans parce qu'on n'était pas dedans et voilà ce qui nous a permis de faire une deuxième mi-temps comme ça. La coupe, ça a une saveur particulière? Bien sûr, en tant que compétiteur, que ce soit moi ou toute l'équipe ou le staff ou le club, on a tous envie d'aller le plus loin possible, gagner le plus de matchs possible et voilà, ça passe par des matchs comme ça. C'était Tom Lacou au micro de Girondin TV. Autre club pro qui s'est fait très peur contre un pensionnaire du district de la Dordogne, c'est tout simplement le club des Chamois niortais qui s'est qualifié à l'issue de la séance de tir au but face à Bergerac-Périgord. Le résumé de cette rencontre, là encore, c'est signé Florian Sabatier. Mon ami donc Luis Mulos. Bon Intermarché, des mousquetaires pour ce sponsor. Ça soit également tous les bénévoles, vous le savez, il faut le saluer, donc ça soit donc les journalistes, les retransmissions, donc télé également. Oui, c'est le parfum, le doux parfum de la Coupe de France qui commence à se faire sentir. C'est vrai qu'on aurait aimé rencontrer une Ligue 2 peut-être un peu plus tard dans la compétition. Ça arrive peut-être un peu tôt, 8e tour, mais en tout cas on n'a pas le choix, c'est un tirage au sort. Et on est très content de les recevoir ici à Caen-Réal. C'est notre stade habituel, donc on est très content de réunir les Bergeracois, les Périgourdins autour de cette belle affiche. Début de ce 8e tour de Coupe de France entre Bergerac et les Chamois niortais. Ce sont les visiteurs dès la 3e minute qui se mettent en évidence sur corner, mais le cadre n'est pas trouvé. Poussé par son public, Bergerac va tenter sa chance de loin, mais la frappe de Mlab trouve les gants du gardien de but. Quelques minutes plus tard, les joueurs bergeracois vont avoir un corner à jouer et le ballon passe à quelques centimètres de la cage des Chamois. Dans un rythme très équilibré, l'équipe de Ligue 2 va essayer d'ouvrir la marque, mais la défense du BPFC veille au grain. Dans une bataille acharnée, Bergerac parvient à réaliser une frappe lourde, mais le cuir ne trouve pas le cadre. Sur leur lancée est bien servi dans la profondeur. Mlab retente sa chance, mais là aussi le gardien est vigilant. Fin de cette première période sur le score nul et vierge de 0-0. Au retour des vestiaires, les débats sont toujours aussi équilibrés, mais cette fois-ci sur une belle tentative. Sur un second ballon, Mlab inquiète le portier adverse. Les visiteurs vont se mettre dangereux sur un bon travail de Sagna, mais une fois encore l'adresse n'est pas au rendez-vous. Dans les dernières minutes de la rencontre, Niort va tenter sa chance, mais malheureusement la reprise acrobatique ne trouve pas le cadre. Fin de cette rencontre et nous nous dirigeons vers une séance de tir au but. Passy est le premier tireur, 1-0. Vachon s'élance et égalise pour les siens. Mergi lui aussi transforme sa tentative. Soubervier permet à Bergerac de revenir. Olétan ne se fait pas prier pour le 3-2. Elisalt prend le gardien à contre-pied pour le 3-3. Niort reprend l'avantage par Cassubier. Bergerac ne lâche pas et revient 4-4. Niort réussit sa 5e tentative. Enfin, Mlab va frapper sur le poteau et ce sont les Chamois niortais qui passent en 32e de finale de la Coupe de France. Il y a forcément de la déception parce que quand on arrive sur une séance de tir au but, en général, c'est un peu qui tout double. En termes d'émotion, on passe à une émotion extrême ou à une déception. Donc voilà, personnellement, je sais que c'est difficile certainement pour les joueurs de digérer une défaite sur une séance de penalty, mais moi ce que je retiens c'est le contenu du match qui est plutôt positif en termes d'utilisation du ballon, d'animation défensive et autour des transitions. Je pense qu'on a été cohérent dans ce qu'on a proposé. Donc voilà, forcément un petit peu de déception aussi pour les garçons forcément qui s'investissent pendant des semaines pour être capables de vivre des émotions. Voilà, la séance de tir au but a été fatale, pas de problème.
À l'image des Girondins de Bordeaux, la joie était grande dans les vestiaires des Chamois niortais. On va voir les images grâce à la télé du club. Là encore, les cris de guerre pour fêter cette qualification juste avant la trêve liée à la Coupe du Monde au Qatar. Les images de joie dans le vestiaire des Chamois niortais, vous avez reconnu pour lancer les cris de guerre l'ancien Marseillais Charles Caboret. Ça passe aussi pour le 3e club professionnel de la région Nouvelle-Aquitaine, le Pau FC, qui était en déplacement sur la pelouse de l'US Colomiers. Victoire 1-0 des Palois grâce à l'homme en forme du moment, Baswamina, buteur à la 70e minute. Qualification donc des 3 clubs de Ligue 2, les Girondins de Bordeaux, les Chamois niortais et le Pau FC. De son côté, Châtellerault recevait l'Avoine Olympique Chinon Ciné dans un match 100% National 3. Le résumé de cette rencontre est signé Touami Nassiri. C'est tout un club de mobilisés pour continuer à écrire l'histoire du stade olympique Châtellerault pour ce 64e de finale et ainsi marquer cette génération grâce à la Coupe de France. Aujourd'hui, on est ravis de pouvoir accueillir les 64e de finale de Coupe de France et de pouvoir mettre le club à l'honneur. Club organisé, structuré depuis plusieurs années avec différents pôles. Le pôle féminin, géré par Tony Félix, le foot féminin, c'est quelque chose de très développé au SOC qui nous tient à cœur. On a évidemment aussi le pôle d'animation et de football à 8, géré par Stéphane Dumas, là où les champions que vous allez voir tout à l'heure sur le terrain ont fait leur premier pas. Ensuite, le football à 11, la préformation, la formation. Et évidemment, le pôle senior avec notre équipe Fagnon qui aujourd'hui est en National 3. Aux portes des 32e de finale, donc c'est pour le club l'occasion de faire une grande fête. On a l'ensemble de l'école de foot qui a été invité, tous les jeunes seront là, les petits rouges. Le projet club, il y a à la fois le volet sportif, toutes nos équipes de jeunes ou presque évoluent au niveau régional, l'équipe Fagnon en National 3, les jeunes au plus haut niveau régional. On a aussi un volet associatif, vous voyez aujourd'hui c'est une centaine de bénévoles mobilisés. Et le plus important, ou en tout cas un des plus importants, le projet éducatif. Avant de former des bons joueurs de foot, on essaye surtout de former des bons citoyens, garçons ou filles. Donc aujourd'hui, 8e tour de Coupe de France SOC Avoine. Le SO Châtellerault, c'est aussi un historique, on va dire assez rempli, mais espacé dans le temps, mais assez rempli. Avec un quart de finale contre Reims en 1988. En 92-93, un 8e de finale contre Montpellier. En 93-94, encore un 8e de finale contre le Racing, en ayant éliminé en 16e de finale le FCMS de Robert Pires. Voilà. Et puis le dernier, ce qui remonte à 2007, c'est un 32e de finale contre Toulouse, qui était à l'époque en Ligue 1, perdu au pénalty 4-3. Donc ça fait 15 ans que l'on n'a pas vu les 32e de finale. Donc on l'espère fortement ce soir. Le SO Châtellerault reçoit l'Avoine Olympique Chinon-Cené, pensionnaire de NN3 également pour ce 64e de Coupe de France. Les visiteurs ne perdent pas de temps à la 4e minute. Fatricia qui lance en profondeur Villemire-Isonga qui cherche Mathis Cordan, mais la défense adverse sauve de peu cette dernière passe. Darnaud Rimbaud continue à pousser à la 5e minute sur une excellente construction de jeu. La frappe de Villemire-Isonga ne trouve pas le cadre.
La 8e minute sur une passe millimétrée de Fatri Saki qui trouve encore une fois Vilmeri son gars et du plat du pied, il concrétise l'action et permet à l'Avoine Olympique Chinon-Ciné de marquer très tôt dans cette rencontre. Les Châtelleraudais tentent de réagir sur ce centre, mais la défense adverse ressort le danger loin des buts. Les visiteurs sont encore dangereux sur cette frappe qui passe près du cadre du portier de Châtellerault. C'est sur un corner que les locaux tentent de revenir au score, mais la reprise de volée n'est pas cadrée. On est quasiment à la fin de cette première période. Kevin Vergerol part à la limite du hors-jeu, mais sa frappe trop croisée n'est pas cadrée sur cette dernière action. C'est l'arbitre qui envoie les deux équipes au vestiaire avec toujours un petit but d'avance pour l'AOCC. C'est les locaux de retour sur le terrain qui donnent le coup d'envoi de cette seconde période. Les hommes d'Abdeslam Tahir sont tout près de revenir au score à la 51e minute sur cette tête d'Octave Joly qui voit le portier adverse réaliser certainement l'arrêt du match. Les locaux continuent à pousser et sur ce coup franc d'Octave Joly, la tentative de reprise de volée d'Amin Ramdan ne trouve pas le cadre. L'AOCC remonte bien le ballon, c'est Simon Fivet qui lance en pleine profondeur Fatri Saki qui temporise un peu avant de tenter une frappe qui finira dans les bras du portier du SO Châtellerault. Les locaux poussent en cette fin de deuxième période et la tête d'Henri Paqui bien cadrée, mais c'est sans compter sur un Biboti Gozan des Grands Soirs qui parvient à toucher le ballon, qui dévie sur la transversale et sauve les visiteurs d'une égalisation. On est à la 89e minute, ultime occasion pour les locaux sur un centre du capitaine Kevin Vergerol, mal dégagé par la défense qui atterrit dans les pieds de Yenis Lamgaez qui a la balle d'égalisation, mais la frappe passe à quelques centimètres du poteau adverse. L'arbitre siffle la fin du match et c'est bel et bien l'Avoine Olympique Chinon-Ciné qui se qualifie pour la première fois de son histoire en 32e de finale de la Coupe de France. On a eu le contrôle du jeu, ils ont joué un jeu direct, vertical, avec beaucoup de duels, mais on a su montrer de bonnes valeurs d'abord dans ce registre-là, parce qu'il faut y répondre, mais on a essayé aussi de poser notre jeu comme on est capable de le faire, et c'est ce qu'on a fait. Je vous dis, la conclusion, le dénouement, il est peut-être terrible au final, mais bon, c'est encore une fois une barre de parade, des contres, des choses qui ne nous sourient pas. Si ça nous sourit, c'est pas le même match, et c'est pas la même fin, sans doute. On est capable de mieux faire, mais il y avait beaucoup de tension aussi, et les garçons étaient un peu stressés par rapport à d'habitude. En fait, on avait décidé de partir fort. Je leur avais dit que par rapport à d'habitude, où on est plutôt prudent, on allait essayer d'attaquer fort, on marque rapidement. Après, ce qui est dommage, c'est que je pense qu'on avait des possibilités quand on était encore frais physiquement, où on a eu du mal techniquement à jouer les coups correctement. Mais voilà, après à la mi-temps, on a décidé de fermer, de plus défendre, de défendre ce petit but et on est allé jusqu'au bout comme ça. C'est magnifique pour tout le club. Le petit poussé de la région Nouvelle-Aquitaine lors de ce 8e tour, vous le savez, c'était l'entente Boët-Bonencontre qui recevait le FC Aubagne. Comment s'est comporté le club lot-et-garonnais? Réponse avec ce résumé signé Florian Sabatier. Début de ce 8e tour de Coupe de France entre l'entente Boët-Bonencontre et le FC Aubagne. Il faut attendre le quart d'heure de jeu pour voir la première occasion. Sur un jeu à 3, ce sont les visiteurs qui se mettent en évidence avec une frappe de Baptiste Rivière que le gardien ne parvient pas à repousser. Et c'est l'ouverture du score. Mais Boët-Bonencontre veut faire bonne figure devant son public et sur un coup franc excentré côté gauche, le ballon reste dans la boîte et c'est David Darion qui parvient à trouver le petit filet adverse pour l'égalisation à la demi-heure de jeu. À quelques minutes de la fin de la première période, Dali Belkacem réalise un joli numéro de soliste mais sa frappe ne trouve pas le cadre. Fin de ce premier acte sur le score de 1 but partout. Au retour des vestiaires, Aubagne va mettre les mêmes ingrédients qu'en première mi-temps. Et sur un ballon dans la profondeur, l'attaquant est fauché dans la surface. L'arbitre désigne logiquement le point de pénalty.
Santana Mendy prend le gardien à contre-pied et redonne l'avantage à Aubagne. Bonne Encontre va miser le tout pour le tout sur corner, mais dans la foulée, Aubagne part en contre-attaque. Terry Elana arrive à décaler Brad Piriwa qui conclut l'offrande pour le break. On se rapproche de la fin de la rencontre et sur une nouvelle contre-attaque, les visiteurs aggravent un peu plus la marque grâce à Bangali Souma pour le 4-1. Fin de cette rencontre et qualification d'Aubagne pour les 32e de finale de la Coupe de France. Après, avec un peu de retour, on s'aperçoit quand même qu'on avait affaire à une grosse équipe de Aubagne où ils ne nous ont pas laissé grand-chose, ils n'ont pas fait d'erreur. Voilà, souvent dans ces matchs-là, il y a quand même des détails à prendre en compte. Et là, les détails, c'est souvent des petits cadeaux. Non, là, ce n'était pas le cas. Ils sont venus déterminés, costauds. Ils ne nous ont rien laissé pour qu'on puisse espérer. Nous, on s'est donné les moyens quand même. Il y avait un partout à la mi-temps dans la difficulté. Et puis en deuxième mi-temps, un scénario avec un penalty et deux contre. Bon voilà, ça tourne en leur faveur, mais c'est mérité dans l'ensemble, étant donné l'opposition qu'on a eue aujourd'hui. On est content déjà de se qualifier. Ensuite, voilà, la Coupe de France est un début de championnat un peu difficile pour nous, où on n'est pas récompensé de nos efforts. On compense avec la Coupe de France qui nous apporte beaucoup de joie puisqu'on qualifie le club en 32e de finale. Voilà, donc on est content aujourd'hui de passer. Et pour revenir sur l'aventure incroyable réalisée par les joueurs et le staff de l'Entente Bonne Encontre, j'accueille avec grand plaisir le président du club Lot-et-Garonne. C'est bien sûr Philippe Cuny qui est avec nous. Bonsoir, coprésident. Bonsoir. Philippe, malheureusement, fin de la belle aventure pour l'Entente Bonne Encontre qui a réalisé un parcours exceptionnel. Vous êtes tombé face à Aubagne, défaite 4-1. Si on regarde un petit peu, en fait, vous avez tenu très fort pendant 50 minutes et puis après, il y a eu le tournant du match. C'est sans doute ce penalty. Tout à fait. On a rivalisé une mi-temps, en tout cas. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu douter l'équipe d'Aubagne qui était bien sûr plus forte, serait-ce que physiquement déjà, athlétiquement, donc forcément. On a tenu effectivement le tournant de ce match, c'est ce penalty quasiment dès la reprise, la 48e, je crois exactement, ou en tout cas très très rapidement après le début de la deuxième mi-temps. Effectivement, ça nous a mis quand même un coup au moral et parallèlement, évidemment, et ce qui est normal, on a commencé à baisser physiquement à partir de la 70e et on a pris de contre, voilà, parce qu'on s'est découvert, en essayant d'égaliser un petit peu, voilà. On avait perdu un peu de vigilance, on voulait absolument revenir au score et voilà, ça nous a coûté 2 buts, un but sur un corner qui était pour nous et on s'est fait contrer sur le dégagement. Voilà, on s'est retrouvé en infériorité numérique et le quatrième quasiment la copie conforme. Match typique effectivement de Coupe de France. On a vu les images. On a l'impression que le stade de Cancel était plein à craquer du côté de Boé. Est-ce que vous, en tant que président, vous connaissez le chiffre exact? Est-ce que vous pouvez nous donner un nombre de spectateurs, Philippe, ce lundi? Alors, entre les entrées payantes et les invitations, puisqu'on avait décidé d'inviter tous les licenciés de notre club, et puis bien sûr les gens officiels et tous nos sponsors aussi, voilà, on est quasiment à 2000 personnes, ce qui n'était jamais arrivé pour notre club de l'Entente Bonne Encontre. Moi, je trouve l'image en visio que vous avez bonne mine, président, mais on suppose que pour vous, ça a été une semaine très fatigante entre les réunions avec la Fédé, entre les sollicitations, le stress lié au match. Je suppose qu'en ce lundi, vous êtes un peu crevé. Fatigué, oui, mais en fait surtout déçu parce que on avait tous rêvé, hein. On avait rêvé de faire encore pourquoi pas un tour de plus et peut-être même rencontrer une Ligue 1. Voilà, donc on est partagé à la fois par la déception sportive, bien sûr, qu'on partage avec tous nos joueurs et nos entraîneurs, mais parallèlement aussi, on est quand même content d'avoir réussi ce pari pour nous en
2 semaines, hein, puisqu'il a fallu s'organiser en 2 semaines, avec un cahier des charges, je l'avais dit précédemment, qui était quand même vraiment volumineux. On a eu un délégué extrêmement strict sur place le jour du match, donc ça nous a généré un peu de stress supplémentaire aussi pour répondre à chaque fois à ces demandes. Voilà, mais bon, tout s'est bien passé, il y avait du monde, il n'y avait aucun incident, l'équipe d'Aubagne était très contente et nous l'a fait savoir de la façon dont elle a été accueillie, donc voilà, on peut être fier de... Et là, à travers nous, la ville de Brouet, évidemment, qui nous a fortement aidé pour l'organisation de ce match. On peut être fier du résultat, en tout cas en termes d'accueil du public et voilà, ça a été vraiment une fête pour notre club. Ça a été la fête, on a vu les images avec un stade, je le disais, qui était plein, il y a eu la médiatisation, vous parliez du club d'Aubagne, ça a été très fair-play, ils ont réalisé une haie d'honneur pour saluer votre parcours tout simplement incroyable. Parmi toutes ces images, Philippe, accumulées chaque semaine, est-ce qu'il y en a une qui vous reste en tête de ce parcours incroyable ? C'est vraiment la joie de tous les joueurs. Particulièrement, c'est vrai, à l'Escar aussi, ça avait été très, très fort parce qu'on avait été accompagné d'une cinquantaine de supporters qui avaient fait beaucoup de bruit et on était évidemment, alors je mets bien sûr des guillemets en terre hostile puisqu'on était à l'extérieur. Donc on avait vraiment partagé ce moment de bonheur de cette qualification. Mais là aussi, voilà, tout le public qui est venu nous encourager, qui était après le match. Bon, on a salué, les joueurs sont venus saluer ce public nombreux et voilà, et on a reçu les encouragements et les applaudissements de ce public. Donc voilà, c'était très beau, c'était touchant. Voilà, on avait un ancien qui avait 39 ans sur le terrain, on avait un jeune minot de 16 ans, c'était magnifique. Moi, j'ai trouvé, et même moi, j'ai eu presque une petite larme à l'œil à la fin parce que voilà, c'était magnifique de voir ce stade rempli et ce moment inoubliable pour nous. Et on comprend l'émotion, Voilà, Philippe. bien entendu, et tous les bénévoles qui nous ont aidés, parce qu'on a été plus d'une trentaine voilà, à travailler sur l'organisation de ce match et être présent le jour de ce match. Et on comprend l'émotion, évidemment. En tant que président, on salue évidemment votre staff, on salue les joueurs, tous les bénévoles qui ont œuvré à cette rencontre. Vous l'avez dit, en plus, ça s'est très bien passé. Est-ce que vous allez être supporter d'Aubagne maintenant dans cette compétition, Philippe ? Bien entendu, on va suivre de près déjà le tirage, voir quelle équipe ils vont rencontrer, puisque à travers eux, ça aurait pu être l'équipe que l'on allait jouer. Et puis on va suivre, oui, parce que on leur souhaite de toute façon ce qu'on leur a dit, on leur souhaite bien sûr le meilleur à la fois en Coupe de France et aussi en championnat, parce que je sais qu'ils sont un petit peu en difficulté, on a discuté avec eux. Voilà, et donc effectivement, eux aussi vont privilégier malgré tout le championnat, comme nous allons le faire à partir de cette semaine et pour tous les matchs qui nous restent à jouer, et particulièrement les 4 matchs que l'on a en retard à rattraper. Et pas de regret, coprésident, on le rappelle, Philippe Cuny est coprésident du club de l'Entente Boé Bonne-Rencontre. Philippe Cuny, pas de regret puisque vous gardez le statut de petit poussé pour la région Nouvelle-Aquitaine, puisque la hiérarchie a été respectée. Il ne reste plus que les clubs pro en fait dans la région. Il reste Pau, Niort et Bordeaux. Du coup, quoi qu'il arrive, vous resterez à jamais le petit poussé néo-aquitain de cette édition 2022-2023. C'est parfait, c'est une grande fierté pour nous. Et vous allez reprendre le pain quotidien. Retour à la normale samedi avec en Régional 2 un déplacement sur la pelouse de Mauléon. Va falloir remettre le bleu de chauffe tout de suite, Président. Exactement. Alors exactement, ça va être justement, mais ça je fais confiance à nos entraîneurs et aussi à nos joueurs qui ont fait preuve de mental. Donc je ne pense pas qu'on va avoir un phénomène de décompression trop important. Donc on sait que maintenant, place au championnat, on a beaucoup de matchs à jouer. Je me répète, c'est vrai que ces 4 matchs, c'est énorme, 4 matchs en retard, alors qu'il y en a eu que 8 journées disputées. Donc nous, on a fait à peine la moitié de cette première partie du championnat. Donc voilà, tout va se passer, on va enchaîner les matchs. Physiquement, bien sûr, ça va être compliqué, les terrains vont être plus difficiles. Enfin voilà, on a un parcours qui nous attend qui va être difficile, c'est vrai. Mais bon, on pense bien sûr que l'on a
notre mot à dire dans ce championnat. Donc on va tout faire pour se positionner plutôt en haut du tableau, évidemment, pour être déjà au moins sur une saison tranquille, ne pas avoir laissé trop de plumes dans cette Coupe de France, et pourquoi pas, comme nous l'avions envisagé en début de saison, jouer la montée avec d'autres équipes favorites de cette poule. Et on vous souhaite le meilleur pour le championnat. Dernière question avant de vous laisser, Philippe Cuny, c'est une question que je pose à tous nos interlocuteurs ce soir. On est à la veille des grands débuts de l'équipe de France dans la Coupe du Monde au Qatar. Déjà, est-ce que vous avez prévu quelque chose au club, que ce soit dans le clubhouse ou ailleurs, pour que les jeunes des différentes catégories regardent les matchs, ou l'équipe senior, et est-ce que vous allez être à fond derrière l'équipe de France? Alors, à fond derrière l'équipe de France, bien évidemment. Nous, dans le cas du groupement, puisque nous avons un groupement avec le SUA pour toutes les équipes de jeunes, je sais que déjà, dès demain soir, pour le match contre l'Australie, ils ont prévu une réunion de tous les éducateurs et ils se retrouvent après pour regarder le match. Donc voilà, il va y avoir des animations. C'est vrai qu'on a été très polarisé sur ce match de Coupe de France. Donc voilà, on a un petit peu évacué ces animations autour de l'équipe de France. On verra bien entendu au fur et à mesure des rencontres et voilà, et des résultats de l'équipe de France, ce que l'on peut faire dans le cadre de notre club. Merci beaucoup Philippe Cuny, on le rappelle, coprésident de l'entente Boët-Bonencontre, qui a dignement représenté la Nouvelle-Aquitaine et particulièrement le district du Lot-et-Garonne dans cette édition. Au nom de la rédaction de NATV et de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, Philippe Cuny, on félicite bien évidemment grandement encore toute votre équipe, le staff, les bénévoles, les joueurs. Un grand bravo Philippe. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, ça nous a fait très plaisir, ça nous a touchés. Voilà, on espère vous revoir dans les prochains jours ou dans les prochains mois pour Merci Philippe. D'autres exploits, pourquoi pas. Une montée par exemple. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Philippe. Merci, bonne soirée. Parfait, merci beaucoup Philippe. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonjour de ma part et encore bravo à... C'était Philippe Cuny, le président de l'entente Boët-Bonencontre, qui ne sera donc plus le petit poussé, mais qui a réalisé un parcours tout simplement exceptionnel. Et on félicite encore l'ensemble du club pour ce parcours dans l'édition 2022 de la Coupe de France. Le tirage au sort d'ailleurs des 32e de finale aura lieu dans quelques instants, puisque ça va démarrer à 19h30 ce lundi du côté du stade de la Beaujoire, le stade du tenant du titre, puisque on le rappelle, c'est le FC Nantes qui avait battu l'année dernière l'OGC Nice en finale au Stade de France. On passe au National 2. Il y avait ce week-end un match en retard de la 7e journée impliquant un club de Nouvelle-Aquitaine. Ce match a vu la victoire du Stade bordelais 1-0 sur la pelouse d'Angoulême-Charente grâce à un but de Clément Janin. Dans l'autre rencontre, il y a eu 0-0 entre Andrézieux-Boutéon et Moulins-Isère. Et pour parler de cette victoire qui permet au Stade bordelais d'être sur le podium à 3 points seulement du leader, le Gaulle FC, j'accueille l'entraîneur du club bordelais, c'est Nicolas Pires qui nous rejoint dans cette émission. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Nicolas, vous aviez un match en retard à jouer. Belle victoire décrochée sur la pelouse d'Angoulême-Charente. On sait que c'est jamais facile de gagner là-bas. Je suppose que vous êtes satisfait? Oui, évidemment. C'est une grosse équipe pour moi du championnat, donc plus l'aspect géographique aussi. C'était important pour nous de faire de mettre une belle image du club, parce on est en train de progresser. Donc évidemment, on est content des 3 points, même s'il y a des choses à redire sur le contenu. Mais quand on marque assez tôt dans les matchs, c'est difficile de ne pas reculer. Vous avez quand même du mental chez vous, Nicolas, au Stade bordelais, parce que vous prenez 5-4 à Lorient, ça aurait pu faire mal dans les têtes. Et là, vous enchaînez 2 clean sheets. Je suppose que pour l'entraîneur que vous êtes, après un 5-4, 2 clean sheets, ça fait aussi plaisir. Oui, le match de Lorient était assez particulier. C'était un match un peu fou. Et moi, j'insiste beaucoup sur l'aspect mental avec mes joueurs, sur le fait d'avoir une stabilité, justement, peu importe ce qui se passe. Et je trouve qu'ils répondent présent vraiment dans l'état d'esprit, parce qu'ils respectent à la lettre les plans de jeu qu'on met en place.
on fait avec les moyens qu'on a. On fait pas plus, pas moins, mais voilà. Aujourd'hui, on prend des points intéressants pour le maintien, donc c'est bien. On peut travailler de manière sereine. C'est intéressant. C'est un hasard, Nicolas, ces 2 clean sheets après le 5-4 où vraiment vous aviez dit, vous aviez insisté sur le fait qu'il fallait aussi retrouver une défense solide pour pouvoir prendre des points dans ce championnat si compliqué. Non, j'ai pas été insistant plus que ça sur le 5-4 parce que vraiment c'est presque un match euh, vraiment particulier. Il y a eu tellement de buts dès le départ, etc. C'était un match à part, un peu comme celui qu'on a joué contre les Girondins. Voilà, c'était un match à oublier, même si le contenu de la première mi-temps à Lorient était super, mais j'ai pas été plus alarmiste sur la défense elle est très bien depuis le début de saison, donc c'était pas sur un match que j'allais tout chambouler. Et on est resté dans la continuité de ce qu'on fait et puis on a réussi à faire voilà 2 clean sheets, c'est intéressant, c'est sûr. Et c'est surtout une victoire sur le plan comptable qui fait aussi du bien parce que ça vous repositionne. Vous êtes sur le podium. On sait que ce n'est que le début du championnat, mais quand même, on a l'impression, Nicolas, que vous êtes sur un tempo intéressant. Oui, alors après, on a un match d'avance et pas de retard. Donc, c'est bon, c'est toujours plus intéressant de les gagner, évidemment, quand on a des matchs d'avance. Donc, je pense que le classement, il est un petit peu illusoire, puisque déjà, on a un match d'avance. Mais c'est des points de prix. Voilà, c'est surtout ça que j'enregistre. Et pour la dynamique du groupe, ils font beaucoup d'efforts au quotidien. Ils font beaucoup d'efforts sur les matchs aussi, parce que euh, on n'est pas une équipe forte du championnat, mais en tout cas, je trouve que dans l'état d'esprit, tout le monde répond présent et on se rend compte que même quand on n'est pas dans les favoris du championnat, loin de là, quand on respecte les choses et quand l'état d'esprit est top, on peut avoir des résultats. Donc c'est intéressant, c'est de bon augure pour le reste de la saison. Oui, j'ai dit match en retard, mais c'est la complexité du calendrier, Nicolas, avec tous ces matchs de Coupe de France. Là, justement, le fait que les pros n'aient pas laissé, les pros et les gros n'ont pas laissé les petits se qualifier, ça va rééquilibrer un petit peu tout ça. Nicolas, on va y voir plus clair. Je pense qu'après Noël, on y verra plus clair parce qu'il ne devrait pas y avoir beaucoup d'équipes amateurs encore en coupe. Euh, Après, moi, ça me gêne pas parce que justement, je trouvais intéressant la Coupe de France dans le fait de garder du rythme. Et nous, le fait qu'on nous ait rajouté ce match, ça nous fait jouer tous les week-ends jusqu'à Noël. Donc, on n'a pas trop de coupures. Et pour le rythme des joueurs, qui est quand même un aspect important à ce niveau, puisqu'on s'entraîne quasiment autant que des équipes pro. Donc, je trouve ça plus positif qu'autre chose, le fait de pouvoir enchaîner tous les week-ends jusqu'à Noël. Et vous allez enchaîner ce week-end avec un déplacement à Bourges. Sur le papier, ça pourrait être, quand on regarde le classement, un match intéressant pour prendre des points. Mais on le sait, avec ce championnat si particulier, c'est une équipe qui justement va vouloir prendre des points pour lutter contre le maintien. Je suppose que ça va être un match piège. Nous aussi, hein, on veut prendre des points pour le maintien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, le classement, il est illusoire. C'est sûr que je préfère être là que plus bas. Mais voilà, l'équipe de Bourges, c'est une très bonne équipe. Ils viennent de changer d'entraîneur, donc voilà, ils sont dans une nouvelle dynamique. Et c'est vrai que quand on a tous les voyants ouverts, comme en ce moment, c'est là qu'arrivent les dangers au niveau mental. Mais mes joueurs, ils ont quand même, pour l'instant, à chaque fois qu'il y a eu un petit échec, répondu présent derrière. Je trouve qu'on est en train de progresser justement dans l'aspect expérience, parce qu'on est une équipe jeune. Et je compte sur eux et je me fais pas trop d'illusions. Je pense qu'on va rester dans les, dans la motivation, etc., jusqu'à Noël pour j'espère, passer de bonnes fêtes et être dans une dynamique intéressante jusqu'à Noël. On l'a dit tout à l'heure, vous êtes troisième pour l'instant de ce classement, en attendant évidemment les matchs des autres, puisque vous avez un match en plus. Mais déjà, je suppose que c'est intéressant aussi d'être
le club le plus performant pour l'instant au classement de la région Nouvelle-Aquitaine, puisque il y a peut-être un épouvantail pour l'instant qui est le Gol FC, mais vous êtes devant les autres clubs de la région. Oui, ça fait plaisir à tout le monde parce que c'est vrai qu'on est surtout le seul club de la région qui est promu. Donc sur le papier, c'est vrai qu'on n'avait pas prévu d'être là. On va pas s'en priver. Voilà, on rêve pas. Enfin moi en tout cas, je rêve pas. Je sais que les capacités du club, je connais les capacités de mes joueurs aussi. On prend chaque match les uns après les autres. On va essayer d'en gagner un maximum. Et voilà, franchement, je pense que c'est important de ne pas s'enflammer. Et encore une fois, le classement, il est illusoire. Je suis très content de ce qu'on fait. J'aurais signé évidemment cet été pour être à cette position au mois de novembre. Mais je signerai surtout d'être dans la même position, si possible, plus tard dans la saison, puisque c'est quand même à la fin comment on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et donc, voilà, l'objectif du club reste le maintien. Si on peut en faire un beau, tant mieux, si on n'est pas obligé d'attendre les dernières journées. Mais évidemment, pour un promu comme nous, avec les moyens qu'on a, c'est très intéressant d'être dans cette position aujourd'hui. Dernière question, Nicolas, question que je pose à tous nos invités, notamment au coach. Est-ce que vous suivez un petit peu ce qui se fait du côté du Qatar? Est-ce que vous suivez les tactiques des différentes sélections? Est-ce que vous êtes à fond dans la Coupe du Monde et à fond derrière l'équipe de France? Ben, j'y suis pas encore puisque on avait le match ce week-end, puis je suis déjà en train de travailler sur Bourges. Puis l'équipe de France, c'est que mardi. Honnêtement, j'ai pas encore regardé de match. Je vais commencer à regarder mardi, l'équipe de France, évidemment. Et je me concentre d'abord sur notre match à Bourges. Et quand j'aurai un peu de temps libre, évidemment, que je vais regarder les matchs de la Coupe du Monde. On vous souhaite un bon déplacement à Bourges ce week-end. On rappelle que le Stade Bordelais est pour l'instant troisième et le Stade Bordelais réalise un très bon début de saison. Merci beaucoup Nicolas Pires d'avoir été avec nous dans LFNA TV. Merci à vous. Et bonne soirée. continuation pour la suite de cette saison qui s'annonce palpitante et très resserrée, puisque ce championnat, on le sait, est un championnat où chaque week-end, il y a de rudes batailles qui se mènent. Donc bravo et continuez comme ça, Nicolas. Merci beaucoup. C'était Nicolas Pires, l'entraîneur du Stade Bordelais, qui est donc, vous allez le voir, au classement désormais sur le podium de ce championnat de National 2, un championnat toujours dominé par le Gol FC avec 19 points devant Saumur et donc le Stade Bordelais. Bergerac-Périgord est 5e. Du côté d'Angoulême-Charente, le club est 8e. Et puis dans le bas de tableau, on retrouve Trélissac à la 14e place avec 9 points pour le club de Dordogne. Du côté du calendrier, la prochaine journée, la 11e en l'occurrence, se déroulera ce week-end avec, vous le voyez en tableau, le déplacement d'Angoulême-Charente sur le terrain du FC Lorient, de la réserve lorientaise. Trélissac accueillera Vierzon. Il y aura un match entre Bourges et le Stade Bordelais. Et puis Bergerac se déplacera sur la pelouse de la réserve du FC Nantes. Le National 3 avec là aussi un match en retard. C'était un match comptant pour la 5e journée. Vous le voyez, match nul, un but partout entre le CA Neuville et le Stade Poitvin. Un match qui a un petit peu dégénéré. Neuville, d'un côté, reste invaincu. Le Stade Poitvin décroche la place de leader. Et pour parler de cette rencontre, nous sommes avec Xavier Dudois, l'entraîneur du Stade Poitvin, nouveau leader donc de cette National 3. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Xavier, on suppose que c'est un point du match nul, même si on le verra tout à l'heure au classement, c'est plutôt une bonne opération, mais on suppose que c'est presque un peu frustrant parce que vous faites le plus dur dans un match cadenassé, vous ouvrez la marque à la 72e, c'est presque dommage finalement de subir l'égalisation. Oui, tout à fait. Oui. C'est vrai que sur un match où on avait l'impression de maîtriser notre sujet, on finit, comme vous l'avez dit, par ouvrir la marque, je trouve, assez logiquement, puisqu'on s'était créé déjà 2-3 situations auparavant. Alors après, on peut regretter voilà, le manque de réussite un petit peu, puisqu'on a une occasion qui se termine sur le poteau à 1-0. Donc c'est vrai que ça nous aurait certainement permis de tuer le match, ce qu'on n'a pas réussi à faire.
Et puis après, on prend cette égalisation sur coup de pied arrêté, une de leurs seules situations. Donc, au vu de la physionomie du match, oui, on peut dire que c'est un point frustrant. À froid, Xavier, on se dit quand même que Neuville, c'est une équipe toujours invaincue, une équipe dure à bouger chez elle. À chaud, je suppose qu'on est un peu frustré, mais là, le lundi, à froid, on se dit que c'est finalement un bon point dans un championnat aussi resserré. Oui, oui, comme vous l'avez dit, hein, c'est une équipe qui fait un très bon début de saison. C'est une équipe qui est difficile à manœuvrer chez elle, mais pour autant, sur ce match-là, je trouve qu'on avait fait le match qu'il fallait faire, à savoir leur laisser très très peu de situations, et puis avoir dans l'ensemble une maîtrise suffisante pour pouvoir concrétiser nos temps forts. Alors, encore une fois, je me répète, mais c'est vrai qu'à 1-0, on a une ou deux situations de pouvoir aggraver la marque, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Le seul point regrettable sur le match, dans le jeu, c'est qu'ils égalisent sur une phase qu'on avait bien identifiée, à savoir leur coup de pied arrêté où ils sont très performants. Malheureusement, on n'a pas su y faire face sur ce match-là. Pour un entraîneur, ouais, ça, on suppose. On a vu les déclarations d'après-match quand toute la semaine, on a identifié un souci et qu'on a travaillé des séances pour justement pas que ça arrive. Vous avez dû être un petit peu énervé sur le coup de prendre ce but sur coup de pied arrêté. Oui, forcément, parce que comme vous venez de si bien le dire, c'est que c'est quelque chose qu'on avait identifié, qu'on avait essayé de mettre en place sur la semaine, justement. Et c'est vrai que quand ce travail et ces avertissements qu'on n'arrive pas à faire face à ce genre de situation, c'est forcément frustrant et un peu énervant. Mais bon, après, voilà, hein, ça fait aussi partie du jeu et surtout de leur force, de leur force. Donc, même si on était prévenu et qu'on l'avait travaillé, on n'a pas réussi à y faire face sur ces 10 dernières minutes. Ouais. Alors c'est un point quand même, Xavier, qui vous permet d'être leader du classement. Si on fait le bilan un peu depuis le début de saison, alors il y a cette défaite évidemment un peu rageante contre Châtellerault. En plus, elle est à domicile, mais sinon, dans l'ensemble, Xavier, le bilan est quand même plutôt bon. Au bout de 8 journées, figurer en tête de championnat difficile, on peut forcément y trouver des points de satisfaction. Après, c'est vrai que voilà, le regret sur ces deux derniers matchs, où j'estime que l'on n'est pas récompensé du bon contenu de ces deux matchs. Après, il faut qu'on retrouve une certaine efficacité qui nous faisait force en ce début de saison dans les deux surfaces de réparation, puisqu'aujourd'hui, on arrive à se créer plus de situations sans pour autant marquer plus, et puis on concède un petit peu plus de buts que sur le début de saison. Donc, il y a encore des axes d'amélioration, mais être encore une fois en tête au bout de 8 journées, c'est pas anodin, et forcément, il faut qu'on se serve de ça pour continuer, et puis continuer surtout à progresser. Ouais. On va revenir sur, vous le disiez tout à l'heure, au niveau du jeu, donc match nul, un but partout. Neuville reste invaincu. Vous, de votre côté, vous prenez la place de leader. Du coup, on n'a pas trop compris, nous, vu de l'extérieur, on n'était pas au stade, sur les incidents d'après-match face à Neuville. On se disait, tiens, les deux équipes, au final, vont être plutôt satisfaites avec la série d'invincibilité d'un côté et le statut de leader de l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Xavier? Oui, alors c'est vrai que c'est vraiment regrettable. C'est vraiment le point noir de cette soirée, puisqu'au sorti de ce match, on se retrouve donc avec deux cartons rouges après rencontre. Donc forcément, c'est regrettable, c'est pénalisant pour la suite. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que d'un côté, la frustration au vu du contenu du match de ne pas l'emporter. D'un autre côté, voilà, des paroles certainement qui ont commencé à émerger sur la fin de cette rencontre. Et puis après, c'est parti un petit peu dans tous les sens, pardon, à mon grand regret. Mais voilà, il faut faire preuve de plus de maîtrise sur ces après-matchs pour qu'on ne se retrouve pas pénalisé par la suite. Ouais. Et le prochain match, justement, ça sera samedi en déplacement à Libourne. Libourne qui est cinquième, mais ce championnat est tellement particulier et resserré, Xavier, qu'ils ne sont qu'à 2 points de vous, donc ils pourraient vous passer devant en cas de victoire. C'est vraiment un championnat où il y a des batailles à mener chaque week-end. On le rappelle, il n'y a que 5 points d'écart entre le premier, en l'occurrence votre club du Stade Poitvin, et le huitième, l'Aviron Bayonnais. Oui, 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 exactement. Oui.
Encore une fois, hein, c'est un championnat vraiment homogène où toutes les équipes se valent, où chaque week-end est compliqué. On le constate justement tout le week-end, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas d'équipe détachée, que ce soit en haut ou en bas. Donc c'est un championnat qui est difficile, qui va être long. Donc pour ça qu'il faut aussi réussir à rester serein dans toutes les situations. Donc là, oui, c'est un gros déplacement qui nous attend. Enfin, c'est une équipe de Libourne qu'on avait déjà rencontrée en Coupe de France et même si on s'était qualifié, ça avait donné lieu à un match vraiment de bonne qualité et un match compliqué pour les deux équipes. Donc, on sait à quoi s'attendre. Maintenant, voilà, encore une fois, ce qui peut être regrettable, c'est aujourd'hui de faire face à ces suspensions. Là, la Coupe de France, on en a parlé tout à l'heure, Xavier, vous qui êtes un amoureux de la compétition, malheureusement pour les petits, les gros ont fait respecter la hiérarchie. Ça veut dire qu'en National 2, en National 3, les calendriers vont pouvoir être enfin remis à niveau, si je puis dire, puisque aucun club de bas échelon a réussi l'exploit. Ça veut dire que c'est vraiment le vrai coup d'envoi là, des championnats, Xavier. Maintenant, ça y est, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Oui, alors même si elles ont déjà commencé, hein, mais c'est vrai que cet intermédiaire entre la coupe et le championnat sur ce début de saison rend les choses des fois un petit peu plus compliquées ou moins lisibles en termes de classement et en termes euh, de continuité sur le championnat. C'est vrai que là, aujourd'hui, voilà, tout le monde va pouvoir avoir le même nombre de matchs, donc on sait à quoi s'attendre. Et c'est vrai que la fin de cette première partie, mais surtout le début de la deuxième partie de championnat en janvier va être importante et on le sait que ce championnat se jouera sur la durée et certainement jusqu'au bout. Libourne, Xavier, un point, ça suffira à votre bonheur ou on y va pour prendre les 3 points? Non, non, on joue toujours tous les matchs pour les gagner, donc on va se déplacer voilà, chez un favori du groupe avec l'intention d'aller s'imposer là-bas. Maintenant, on sait que ce ne sera pas simple, mais en tout cas, on va tout faire pour s'y préparer et pour aller chercher la victoire en terre girondine. Quand on est en haut, comme ça, Xavier, quand on est leader après ce début de saison, quand on a un petit peu observé les clubs à droite, à gauche, quand on a vu que c'était un championnat très resserré, du coup, les ambitions là, du Stade Poitvin en ce lundi 21 novembre, est-ce qu'elles ont changé? Quelles sont-elles? Non, 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 pas du tout, hein, elles restent les mêmes, à savoir figurer en haut du classement voilà, le plus longtemps possible pour pouvoir avoir la chance de jouer cette accession en fin de saison. Donc aujourd'hui, on est conforme à nos objectifs, même si encore une fois, c'est vrai qu'on regrette ces 3 points, 3, 4 points de plus qu'on pourrait avoir. Maintenant, si on les a pas, c'est qu'il nous a manqué certaines choses et ces certaines choses, il faut essayer de les rectifier sur cette deuxième partie de saison pour, non, non, pour jouer cette montée, encore une fois, jusqu'à la fin. Question un peu plus personnelle pour finir, Xavier. Je sais que vous êtes quelqu'un qui observait beaucoup le travail des confrères, qui vous renseignait. Là, il y a le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Demain, il y a l'équipe de France qui va jouer son premier match face à l'Australie. Est-ce que, comme certains entraîneurs, vous faites partie de ceux qui vont regarder le maximum de matchs possible pour voir quelques schémas tactiques un peu nouveaux, des innovations, voir un peu ce qui se fait sur le plan international? Ah oui, oui, alors, comme tous les entraîneurs, hein, avant d'être des entraîneurs, on est surtout, je pense, hein, enfin, je parle au niveau de je parle en nom de mes confrères, mais on est surtout des passionnés, parce que c'est vrai que pour exercer ce métier-là, il faut être avant tout passionné. Donc en tant que passionné, forcément, quand ce genre d'épreuve euh, arrive, on est forcément à même de vouloir voir un maximum de matchs, déjà par passion, et puis oui, parce qu'on essaye toujours de s'enrichir du haut niveau, donc même si tout reste après à chaque niveau des exigences et des choses différentes, mais c'est avant tout la passion qui nous donne envie forcément de voir tous ces matchs, ouais. Et Et encore tactiquement, plus on sait que chaque de Coupe du Monde amène de toujours des... supporter l'équipe de France, bien évidemment. Tactiquement, Xavier, on sait que les différentes Coupes du Monde amènent toujours des choses un peu nouvelles ou amènent des références pour les coachs. Là aussi, vous allez observer le travail d'un Didier Deschamps, je ne sais pas, la sélection argentine, brésilienne. On va regarder forcément avec un œil, j'ai envie de dire, d'analyse peut-être un petit peu plus poussé, mais
Après voilà, hein, chaque chose a sa place, j'ai envie de dire. Là, on a la chance, de pouvoir voir évoluer des équipes du très, très haut niveau. Après voilà, il faut, rester à sa place aussi, et faire ce que nous, on est capable de faire avec nos moyens, avec, aussi nos compétences qui sont loin d'être les mêmes des entraîneurs ou des sélectionneurs internationaux, bien évidemment. Donc, il faut savoir aussi, garder raison. Il y aura quelque chose de prévu au clubhouse pour que les joueurs puissent voir entre eux des matchs. Il y a des choses de prévues ou pas du tout, Xavier? Oui, oui, bien sûr, on a prévu de regarder certains matchs, entre joueurs, et puis, ça fait partie aussi des moments où on peut profiter un petit peu ensemble, et puis, voilà, profiter de partager ces moments-là un petit peu, et puis ça ramène toujours un petit peu, de gaieté et de bonne humeur. Donc, oui, oui, on a prévu de s'organiser en fonction des matchs de l'équipe de France, bien évidemment. Vous y croyez à ces Bleus? Oui, forcément, il faut y croire, il faut y croire. Bon, en tout cas, nous, on croit à la bonne saison du Stade Poitvin. Elle a déjà très bien commencé et on remercie chaleureusement Xavier d'avoir pris un petit peu de temps en ce lundi pour nous répondre. On rappelle le Stade Poitvin, leader avec un meilleur goal average que la réserve des Girondins, et Poitiers qui se déplacera du côté de Libourne ce week-end. Merci beaucoup, Xavier. Merci à vous, bonne soirée. C'était Xavier Dudois, l'entraîneur du leader, le Stade Poitvin. Vous allez le voir en tableau. Le Stade Poitvin désormais devant la réserve des Girondins de Bordeaux. Le Stade Poitvin qui a un meilleur goal average avec +8 contre +5 pour les Bordelais. Troisième, le CA Neuville. Quatrième, l'US Chauvigny devant Libourne, les Genêts d'Anglette et Châtellerault. Huitième, l'Aviron Bayonnais avec 10 points. Il n'y a que 5 points d'écart entre le premier Poitiers et le 8e Bayonne, championnat très resserré. 9e la réserve de Pau, 10e l'ES Guérétoise, 11e Porte-Entre-deux-Mers, 12e la réserve des Chamois Niortais, 13e l'US Lèche-Cap-Ferré, et toujours lanterne rouge avec un seul petit point. Il s'agit du Stade Montois. Prochaine journée ce week-end avec notamment le match entre Châtellerault et l'ES Guérétoise. Poitiers se déplace du côté de Libourne. Le CA Neuville accueille les Genêts d'Anglette. La réserve des Girondins rend visite à son voisin l'US Lège Cap-Ferré. Chauvigny face au Pau FC, le Stade Montois contre la réserve des Chamois Niortais, et puis l'Aviron Bayonnais en déplacement du côté de Porte-Entre-deux-Mers. Après le championnat de National 3, on passe à l'actualité du futsal. Lundi dernier avait lieu un choc entre la réserve du FC Pessac et le Stade Montois, un match qui a été suivi par la caméra de Florian Sabatier pour LFNA TV. Début de cette rencontre de futsal entre la réserve du Pessac FC et le Stade Montois. Dès les premières minutes, Pessac se met en évidence sur une belle percée, mais le gardien adverse sort bien. Dans la foulée, ou presque sur coup de pied arrêté, Mamadou Ndoye va frapper mais ne trouvera pas le cadre. Pessac intensifie ses efforts et parvient à ouvrir la marque sur une action bien huilée par l'initiative de Belkacem. Les joueurs continuent sur leur belle lancée avec une nouvelle action côté gauche. Hamza Oufkir est trouvé pour le 2-0. Mais pour autant, les visiteurs ne veulent pas être une victime expiatoire. Et sur un joli centre, Moreno Basque reprend 2 volets pour réduire la marque. On se rapproche de la fin du premier acte et sur une belle récupération au milieu de terrain, le numéro 7, Sofiane Fage-Galtier, parvient tant bien que mal à égaliser. Fin de cette première période sur le score de 2 buts partout. Au retour des vestiaires, les joueurs pessaquais vont remettre les mêmes ingrédients que lors du premier acte. Sur une longue conservation de balles et un bon jeu en triangle, Pessac parvient à reprendre l'avantage par Omar Belbachir qui inscrit un doublé. Les joueurs continuent encore et toujours leur pressing et vont parvenir à faire le break pour le 4-2. Le
Le Stade Montois jette toutes ses forces dans la bataille, mais sur un contre, Mamadou Ndoye va parvenir à feinter, puis fixer, avant d'armer une frappe surpuissante qui prend le gardien à contre-pied. Le Stade Montois va essayer de revenir sur coup franc, mais le numéro 10 visiteur ne trouve pas le cadre. Mais Pessac insiste et va inscrire un 6e but sur une mésentente dans la défense montoise par Hamza Oufkir. Toutefois, les visiteurs vont réduire l'écart en fin de rencontre pour sauver l'honneur. Fin de cette rencontre et c'est la réserve de Pessac qui s'impose sur le score de 6-3. Mais voilà, on est tombé sur une belle équipe, rien à dire. Mais après, ce que j'ai à dire du match, voilà, c'est pas une victoire, je ne vais pas dire méritée dans l'ensemble, mais c'est logique quand même, vu les actions, vu la qualité et la finition qu'ils ont eue par rapport à nous. Voilà, tout simplement ce que j'ai à dire sur le match. Donc je les félicite pour leur victoire. Et nous, il va falloir vite se remettre au boulot, parce qu'on est sur une spirale négative, 3 défaites. Mais bon, après, j'ai beaucoup de joueurs qui me manquent, mais voilà, ça va revenir, parce qu'il faudra compter sur nous cette année quand même. On n'est pas mort et on reviendra plus fort. Voilà. Et on termine cette émission d'LFNA TV avec le coup de cœur de la semaine. On va filer du côté du Lot-et-Garonne, retrouver 2 invités, puisqu'on va parler du club de l'AS Marcellus Cocumont avec nous pour en parler. Le président, tout d'abord, qui est Philippe Dergue. Bonsoir, président. Bonsoir, Benjamin. Et avec nous également un éducateur du club, c'est Steve Rousset qui nous rejoint. Bonsoir, Steve. Bonsoir. C'est une grande première, messieurs. Félicitations, puisque c'est la première fois qu'on a 2 invités au lieu d'un dans cette émission d'LFNA. Donc, on est ravis de mettre la lumière sur votre club. On a déjà pas mal parlé depuis le début de la saison du district du Lot-et-Garonne grâce à l'Entente Boé-Bonencontre qui réalise un merveilleux parcours en Coupe de France, on le rappelle. Là, on va s'intéresser maintenant à l'AS Marcellus Cocumont. Président, parlez-nous un petit peu du club. Il est situé où exactement dans le département pour situer un peu à nos téléspectateurs, par exemple par rapport à Agen, la distance? Alors par rapport à Agen, nous sommes situés à environ 70 km de la préfecture, voisins de la sous-préfecture de Marmande, puisque nous sommes situés à 10 km exactement de Marmande. Donc voilà, nous sommes limitrophes de la Gironde, à quelques kilomètres de la Gironde, donc nous sommes au nord-ouest du département de Lot-et-Garonne. Et vous avez un trophée entre vous deux. Vous êtes 3 dans cette émission. On voit la magnifique Nadewies Cup. On va en parler dans un instant avec Steve. C'est une compétition qui a été remportée par votre club dans la catégorie sud-ouest. Il y aura une finale européenne à jouer à Bastia. On va y revenir dans un instant, mais on va quand même présenter votre club. Président Philippe, est-ce qu'on peut donner le nombre de licenciés, le nombre de catégories qui composent ce club ? Oui, bien sûr. Donc, nous sommes actuellement environ 200 licenciés au sein de l'association sportive Marcellus Cocumont. Donc, il faut savoir que notre club est issu d'une fusion entre 2 clubs, fusion qui a eu lieu en 1996, le club de Marcellus et l'Ajax Cocumont, donc qui étaient 2 petits clubs qui ont décidé donc de fusionner pour se structurer et pouvoir disposer d'équipements supplémentaires et d'infrastructures un peu plus nombreuses. Et donc, le football club de Marcellus, à l'origine, a été créé, lui, en 1979. Et nous avons fêté, il y a 3 ans de cela, nos 40 ans d'existence au cours d'une belle soirée festive. Actuellement, donc, comme je vous le disais, nous avons 200 environ licenciés. Pour la moitié, donc, des enfants de l'école de foot. Donc, toutes les catégories sont représentées au sein de l'association sportive Marcellus Cocumont, à l'exception de la catégorie U15 que nous n'avons malheureusement pas pu monter cette saison faute d'effectifs suffisants. Mais sinon, nous avons beaucoup d'enfants dans toutes les autres catégories jusqu'au U17 qui sont représentés. Voilà. Et vous jouez en rouge et noir puisque ça commence par ASM, mais ce sont plus les couleurs de l'OGC Nice. Tout à fait. Donc, en fait, à l'origine, le rouge est la couleur du football club de Marcellus et le noir était une couleur de l'Ajax Cocumont. Donc, on a fait un mix des deux. Et maintenant, les nouvelles couleurs du club sont, comme dirait Jeanne Masse, le rouge et le noir. Voilà. En rouge et noir, vous allez vaincre vos peurs, on l'espère, à Bastia. Dans peu de temps, ça sera cet été. On va en parler avec Steve, puisque Steve fait partie des éducateurs du club et on va mettre en lumière la catégorie
U7 puisque l'AS Marcellus Cocumont a remporté en novembre, donc début novembre, la Madeus Cup qui était organisée du côté de Marmande. C'est une compétition qui se joue à 5 contre 5 et qui réunit les meilleurs du Sud-Ouest. Vous avez dignement représenté, Steve, le Lot et Garonne et la région Nouvelle-Aquitaine, puisque vous avez donc remporté cette compétition et que vous allez disputer cet été la finale européenne à Bastia avec des noms prestigieux, le Bayern Munich, le Real Madrid ou encore Manchester United. Steve, racontez-nous, il y a combien d'enfants dans cette catégorie U7 du côté de Marcellus Cocumont? Alors, cette année, on a un effectif de 27 enfants sur cette catégorie-là, ce qui est énorme. Il y a 2 ans, quand j'ai repris la catégorie, on était juste 8. L'an dernier, on était 17 et cette année, on est 27. Voilà. Donc, sur les 27, on a une dizaine de U7, une dizaine de U6 et on a entre 5 et 7 U5. Donc, c'est des joueurs qui n'ont pas encore l'âge de commencer. Ils ne font pas de plateau, mais ils commencent les entraînements avec nous parce que ils ont des copains d'école, etc. Donc, on les prend un petit peu plus jeunes à partir de 4 ans et demi. Voilà la composition. Et vous avez fait un parcours presque à la Didier Deschamps dans cette Madeus Cup. Quand on regarde un petit peu, il y a des victoires au forceps, il y a votre gardien qui a été très performant, et puis vous battez mine de rien des clubs importants comme Marmande, comme Cestas. Steve, ça doit être une fierté d'avoir ce trophée là qui est entre vous deux. Racontez-nous un petit peu cette journée, comment ça s'est passé. Ouais, alors déjà c'est la petite coupe parce que la grande c'est un joueur qui l'a, il tourne toutes les semaines, il se les passe, donc chaque joueur a une petite coupe et une médaille, donc ça c'est celle de mon fils. Ouais, on a fait exactement un peu la visite des chances, c'est exactement ça, parce qu'on a été très costaud défensivement et bon, il faut une part de chance aussi. Même si on s'était préparé, il faut savoir que l'an dernier, j'avais amené sur les 7 joueurs, j'avais amené 4 joueurs l'an dernier, déjà la Madeus qui était que U6, donc il y avait 1 an de moins, parce que on a des joueurs qui ont quelque chose de différent des autres, qui ont beaucoup de marge de progression. Donc l'an dernier, je les avais préparés, ils étaient en fin d'année au mois de mai, je crois. Donc on avait fait un classement 6e sur 9. On s'était fait bouger un peu physiquement. Mais j'avais envie de les amener pour voir un petit peu ce que c'était la Madeus aussi, et on s'était vraiment préparé pour ce Madeus. C'est vraiment pas le fruit du hasard si on y arrivait. Moi, je pensais finir dans les 3 premiers parce qu'on connaît pas les équipes qu'on va rencontrer, on connaît pas leur niveau. Donc, on s'était vraiment préparé pour ce Madeus, pour faire quelque chose, parce que je savais qu'on avait les moyens et nos petits avaient vraiment les moyens. On a un gardien, je pense que il a été le meilleur gardien du tournoi. À cet âge-là, normalement, ils n'ont pas la fibre de gardien, ça contourne vraiment les enfants, sauf que lui, c'est vraiment quelqu'un à part. Donc, c'est quelqu'un qui nous a fait vraiment du bien à ce niveau. Et puis après, défensivement, on était très organisé, très costaud. On n'a pas pris beaucoup de buts. Offensivement, on n'a pas été transcendant, mais on a marqué quand il fallait. Et ça démontre le parcours, quart de finale, demi-finale, on gagne 1-0, on est très costaud. Et puis en finale, on ouvre le score contre Libourne, qui était invaincu, qui était vraiment la super équipe du tournoi. On avait fait déjà 0-0 le matin contre eux. Et puis l'après-midi, voilà, on ouvre le score en finale, rattrape la deuxième mi-temps, et puis après, les pénaux, après c'est un peu le hasard, mais la chance, on va dire. Mais bon, on a eu un super gardien, et puis nos tireurs, ils ont fait ce qu'il fallait. Donc voilà, donc on crée un exploit qui est vraiment, c'est le travail déjà de 2 ans. Il faut savoir qu'on s'entraîne 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi, et j'ai à peu près 80% de participation aux entraînements. Et vraiment, on fait les enfants progressent beaucoup. Voilà. Président, ça doit rendre fier parce que d'habitude, c'est plutôt l'équipe Fagnon, l'équipe senior qui met en lumière le club. Là, ce sont les minots, les drôles, comme on dit dans certains coins de la Nouvelle-Aquitaine, qui mettent le club en haut de l'affiche. Ça doit être une sacrée fierté. Oui, effectivement, Benjamin. Alors nous, on a plutôt tendance à les appeler les mini panthères parce que effectivement, nous, le blason du club, c'est une panthère. Donc nous, ce sont nos mini panthères, qui ont créé l'exploit et qui ont effectivement mis en lumière le club. Pour nous, c'est une superbe vitrine. On a eu des messages de félicitations émanant
énormément de monde, de clubs, de supporters qui nous ont assuré leur soutien et qui nous ont dit qu'ils allaient être nos premiers supporters donc pour notre déplacement en Corse. Le district de Lot-et-Garonne également, par l'intermédiaire de son sympathique président Sylvain Michelet, nous a adressé aussi ses félicitations. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment une superbe mise en lumière et en vitrine de notre club. C'est vrai qu'effectivement, habituellement, c'était notre équipe Fagnon qui portait le club vers le haut. Et là, effectivement, là, c'est grâce aux fruits et au travail de nos éducateurs et vraiment à leur investissement. Ils en sont récompensés. Et pour nous, c'est super quoi, pour eux, pour les enfants, pour les parents qui sont à fond derrière aussi. Et voilà, pour nous, c'est vraiment génial ce qui nous arrive. Voilà, c'est un petit cadeau de Noël, même un très beau cadeau de Noël un peu en avance, mais pour nous, c'est vraiment super. Voilà. Et pour les enfants, ça sera un cadeau estival également, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, cet été, il va y avoir une finale européenne à Bastia. On va rappeler les noms des futurs adversaires potentiels, mais il y a des Bayern Munich, des Real Madrid. Ça les fait déjà rêver, Steve, vos pitchouns, là, de se dire qu'on va se confronter à des clubs européens de telle envergure? Ouais, ben ils sont aux anges, ils sont complètement excités, voilà, ils s'imaginent déjà Bastia. Donc ouais, ils sont déjà avant la Madeleine s'ils voulaient y aller. Donc je leur ai dit attention, il faut gagner Marmande. Mais voilà, comme tous les enfants, comme toutes les équipes, je pense que tout le monde veut y aller, que tout le monde rêve ça va être un moment gravé à vie. Donc on est en train déjà de préparer tout ça. J'ai une petite parenthèse, j'ai oublié, normalement on aurait dû être 3 parce qu'il y a mon collègue qui coach avec moi, c'est Amaury Mazet. Il m'a rejoint l'an dernier, il fait un super boulot, on a vraiment un super binôme et malheureusement il ne peut pas être là aujourd'hui, je le remercie. Et aussi une grosse pensée pour tous les éducateurs de l'école de foot. Donc Laurent Hamming qui a eu 13, Morgane Leclerc qui a eu 11 et Benoît et Cyril qui font les U9 parce qu'on travaille tous main dans la main, on est tous des copains et du coup on échange vachement et c'est pour ça que ça marche aussi, quoi. Voilà. Et évidemment, on salue tous les éducateurs, les formateurs de Nouvelle-Aquitaine, ceux que vous venez de citer du côté de l'AS Marselis Cocumont qui ont permis évidemment après d'amener des joueurs du côté de l'équipe Fagnon. Et c'est vrai qu'on le fait régulièrement, mais on le rappelle, bravo à tous ces éducateurs qui donnent du temps bénévolement à tous les clubs de la région. En termes de football, c'est déjà évidemment très important pour vos U7 d'aller du côté de Bastia et de défier des clubs européens, mais on pense évidemment aussi à l'extra-sportif. C'est une expérience à vivre. Ils vont aller en Corse. On suppose que pour la plupart, ça va être le premier voyage en dehors du Lot-et-Garonne, surtout sur une île comme la Corse. Ça va leur permettre aussi de vivre une expérience en dehors du foot. Et ça, on suppose, Steve, que pour vous, c'est aussi important parce qu'on connaît le rôle dans l'éducation des enfants et on connaît évidemment le rôle très important de tout votre staff. Là, pour les gamins, ce n'est pas que le foot, c'est aussi une expérience à vivre ensemble et la Corse à découvrir. Voilà, c'est ça, c'est l'aventure humaine. Et voilà, on va préparer ce voyage. On va partir, je pense, pratiquement à 20 avec les parents, plus déjà des gens du club qui veulent venir. Donc, on a beaucoup de choses à préparer. Comme tous les voyages, c'est quelque chose qui va coûter de l'argent. On a des supports. On a 3 supports principaux. On a nos sponsors qui vont nous aider aussi. Donc, ils vont mettre un petit peu plus. On a aussi la partie des gens extérieurs, comme du mécénat direct, et après des dons. Et ensuite, on a lancé une cagnotte sur Litchi, où c'est qu'on a déjà une belle petite somme. Pour ça, je voudrais déjà aussi remercier, même s'ils sont beaucoup de donateurs, remercier le club de Gonto qui nous a fait un don cette semaine en tant que club voisin et ami. Et même si on doit remercier tous les donateurs, c'est quand même spécial pour nous parce que c'est un club comme nous, un petit club, et en fait ils ont les mêmes contraintes que nous et là ils n'ont pas hésité à participer pour nous aider à aller à Bastia. Donc on remercie Gonto profondément. Voilà. Et en tout cas, on félicite vos U7, on félicite tout le staff de
de ce club. On félicite évidemment les bénévoles et on en profite pour saluer tous les bénévoles et les éducateurs de cette belle région qu'est la Nouvelle-Aquitaine. Président, ça va être quoi l'objectif fixé à vos U7 ? On suppose que ça va être de prendre du plaisir, évidemment. Voilà, effectivement, comme disait Steve, ça va être une expérience qui va rester à jamais gravée, je pense, dans leur mémoire. Et puis, ils se projettent déjà avec des étoiles dans les yeux sur ce déplacement du mois de juin. Alors, je pense que l'objectif, il n'y aura pas d'objectif sportif. Bon, après, effectivement, si on gagne, ça serait vraiment le Graal, mais ça sera surtout de partager ensemble une aventure humaine, faire connaître le club et puis faire rêver les enfants. Et puis, ça sera une belle récompense aussi pour les éducateurs et les parents qui sont derrière. Et pour nous, ça sera vraiment une année à marquer d'une pierre blanche pour la SNC, représenter la région de Nouvelle-Aquitaine donc au sein de cette belle compétition qu'est la Madéwis et se mesurer aux grands. Vous avez cité les noms, on peut rêver Bayern, Real et d'autres clubs prestigieux. Nous serons le petit poussé certainement de la compétition. Mais nos petites panthérons de montrer un petit peu leurs dents quand même pour essayer de les faire douter, même si on sait qu'on ne joue pas dans la même catégorie, mais bon, c'est la magie d'une compétition comme la Madéwis. Et puis voilà, pourquoi pas rêver plus grand. Rêvons plus grand, effectivement, rien n'est impossible, comme on le dit souvent pour l'équipe de France qui, on le rappelle, demain fera son entrée en lice à la Coupe du Monde. Ça peut donner d'ailleurs des envies aux copains là, de rejoindre le club. Ça peut, président Steve, amener de nouveaux licenciés à l'AS Marcellus Cocumont, là, le fait de voir les petits copains qui s'en vont à Bastia disputer des matchs contre le Bayern et le Real. Oui, je pense que ils en parlent tous dans les écoles. Je pense que oui, et puis cette Coupe du Monde là aussi, ça va nous amener du monde pour l'année prochaine. Donc oui, ça fait rêver, ça fait rêver tous les enfants. Et je pense que oui, il y en a quelques-uns de plus qui vont se décider à nous rejoindre. Voilà. Bon, c'est déjà une super nouvelle. Il y a quelque chose, président, de prévu là pendant la Coupe du Monde pour les matchs de l'équipe de France au clubhouse avec les enfants, avec les seniors. Ça va regarder un petit peu, ça va être à fond derrière les Bleus. Oui, bien sûr, on a commencé déjà à découvrir notre clubhouse, avec des drapeaux de l'équipe de France. Et puis, bien évidemment, on retransmettra les compétitions de notre équipe nationale pour toutes les personnes qui souhaitent y assister au stade. Et puis, pourquoi pas, comme on l'avait fait lors de la dernière Coupe du Monde, une retransmission sur grand écran. La municipalité qu'on remercie également de Marcellus, qui est un partenaire fidèle, nous avait mis à disposition la salle municipale, la salle des fêtes, pour qu'on puisse retransmettre sur écran géant la finale de nos Bleus. Donc pourquoi pas cette année également envisager ce genre de retransmission pour fêter la 3e étoile de nos Bleus. Avant de retransmettre sur les écrans géants du Clubhouse la finale de la Madéwis Cup à Bastia pour voir la victoire de l'AS Marcellus Cocumont face au Real Madrid. En tout cas, merci beaucoup Steve et merci Philippe d'avoir pris du temps dans LFNA. C'était notre coup de cœur de la semaine. On suivra bien évidemment cette aventure magnifique de vos U7 cet été et on vous réinvitera pour en parler. Merci messieurs. Merci Benjamin. Merci à vous. Au revoir. C'était Philippe Derck, le président, et Steve Rousset, éducateur de la catégorie U7 de ce club de l'AS Marcellus Cocumont, que l'on suivra évidemment. On sera à fond derrière les petits U7 en finale européenne du côté de Bastia et peut-être une finale, on ne sait jamais, entre l'AS Marcellus Cocumont et le Real Madrid. Ne vous inquiétez pas, on vous tiendra au courant de l'évolution de ce tournoi, la Madéwis Cup, donc, qui aura lieu cet été en Corse. LFNA TV numéro 65, c'est désormais terminé. Je remercie Paul Maison-Regnault à la réalisation, Victor Pérez-Boucheron à l'édition. Merci à toi Mina Siri également et à Florian Sabatier. Merci à nos invités et à vous pour votre fidélité. LFNA TV revient lundi prochain à la même heure pour évoquer notamment le tirage au sort de la Coupe de France qui a lieu dans quelques minutes maintenant du côté du stade de la Beaujoire à Nantes. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas, cette émission, si vous avez manqué une partie, est disponible en replay sur la page Facebook et la page YouTube de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. Très bonne soirée à tous et n'oubliez pas également que le foot, qu'il soit amateur ou professionnel, ça reste un jeu.